Bien, alors, on va donc commencer, comme je vous l'ai dit, un nouveau chapitre qui s'appelle donc le produit scalaire. Le produit scalaire dans le plan, c'est-à-dire on va faire c'est en lien avec de la géométrie, même si les vecteurs, c'est pas que simplement des objets géométriques, c'est aussi des objets numériques, puisqu'on fait des opérations, des calculs avec les vecteurs. Donc, on va revoir le petit 1, là, c'est les rappels sur les vecteurs, c'est que des notions de seconde. Donc, allons-y pour ce chapitre. Alors, ah oui, vous remarquerez aussi que dans les deux documents, que ce soit la partie cours ou la partie ou les activités, il y a des petits liens vidéo qui vous permettent, qui font référence donc à un site qui s'appelle Mathétique, où le prof met pas mal de vidéos avec des explications qui sont pas mal. Donc on vous a mis des petits liens vidéo qui peuvent permettre évidemment de compléter, de revoir d'autres explications si nécessaire. En particulier dans la partie activité de révision, dans les exercices là que vous voyez ici, que je vous ai donné, pour chaque petit exercice, à chaque fois, il y a la petite vidéo qui explique un petit peu les méthodes à suivre. Donc, même si on va revoir pas mal de choses, au moins, voilà, vous cliquez sur les liens et ça vous permet de vous réentraîner si vous avez des doutes. Donc, c'est important de ne pas sous-estimer les petites révisions sur les vecteurs, parce que une fois qu'on aura commencé le chapitre de première, il faudra avoir une bonne maîtrise des notions de seconde. Alors, revenons un petit peu à zéro, mais pas tout à fait, c'est-à-dire qu'on va un peu plus vite. Donc un vecteur, vous vous rappelez, on le note par exemple ici avec une flèche et puis deux points. Donc A s'appelle l'origine du vecteur et B s'appelle l'extrémité du vecteur, donc on parle du vecteur AB. Et donc rappelez-vous qu'un vecteur, c'est un objet qui a en lui trois notions, trois informations. Il est caractérisé par sa direction, c'est-à-dire qu'il indique une direction. Et la direction, rappelez-vous que contrairement au terme en français, la direction, c'est donné, c'est en fait la direction d'une droite. C'est pas, rappelez-vous que la direction, c'est en fait une trajectoire selon une droite. Donc quand on parle du vecteur AB, donc là, tiens, je peux faire un petit, j'en ai un ici qui est dessiné, le vecteur AB ici. Je peux en refaire un d'ailleurs. Quand je parle du vecteur AB, donc j'ai mon point qui est l'origine du vecteur, et puis le point B qui est donc l'extrémité du vecteur. Ce qu'on appelle la direction, c'est donc la droite que dirige le vecteur AB. Alors, quelle est la droite que dirige le vecteur AB? C'est évidemment la droite AB. Ça, c'est la direction. Et donc, la direction, c'est une droite, en maths. Alors, c'est à ne pas confondre avec, quand on parle en français, on dit « je vais en direction de Paris ». Quand je dis « je vais en direction de Paris », on donne deux... En fait, on fait Figeac-Paris, ça c'est la droite, mais on dit aussi qu'on va de Figeac vers Paris. C'est une information supplémentaire. En maths, c'est pas ça. La direction, c'est que la droite. Autrement dit, la droite qui passe par Figeac et par Paris, c'est une direction. Qu'on parle de la direction Figeac-Paris ou Paris-Figeac, du point de vue mathématique, c'est la même direction. Et évidemment, pas du point de vue en français. Parce qu'en mathématiques, on définit une autre notion qui s'appelle le sens. Et là, c'est aller de Figeac vers Paris ou de Paris vers Figeac, c'est deux sens différents. Et donc, évidemment, quand on parle du vecteur AB, ça définit le sens de A vers B. D'accord? Donc, de A vers B. Bon. Et la dernière notion qui est caractérisée par un vecteur, c'est la longueur du vecteur, la distance, d'accord, qu'on parcourt quand on va de A vers B. C'est-à-dire que c'est indiqué dans le vecteur. Donc un vecteur, c'est pas une distance, c'est pas une longueur, mais dans une de ces trois caractéristiques est une longueur. Donc on appelle ça aussi la norme du vecteur, et donc c'est la distance AB. Donc là vous écrivez AB sans rien. Quand on met pas de flèche, pas de crochet, pas de parenthèse, ça veut dire une distance. Et on la note comme ceci. La norme, ça se note avec une double barre, et on écrit le vecteur entre ces doubles barres. Donc ça veut dire la norme du vecteur AB. La longueur pour aller de A vers B. Ok? Bon, c'est des petites notions de seconde qu'on a bien définies l'année dernière. C'était un gros chapitre en seconde sur les vecteurs. Donc normalement, vous avez des petites notions. Bon, première remarque. Des vecteurs sont égaux si et seulement si. Alors, à quelles conditions on a deux vecteurs, comme les vecteurs ici, AB et CD, qui sont égaux?
c'est pas suffisant. Parce que tu vois bien que si je te fais un vecteur... D'abord, on parle jamais de vecteur parallèle, mais tu vois, ces deux vecteurs. Alors, parallèle, on dit pas parallèle, mais on dit de même direction. Tu vois, de même direction, ça veut dire ils sont portés par des droites parallèles. Donc, ok, ils ont la même direction. Ils doivent aussi avoir le même. Exactement. Pour être égaux, il faut avoir les trois mêmes informations. Mais c'est pas ça qui était attendu ici. Ici, regardez la petite figure. On a un vecteur AB et un vecteur CD. Et finalement, qu'on a choisi avec la même direction, le même sens et la même norme. Et donc, qu'est-ce qu'on observe là? Qu'est-ce qu'on obtient? Ben, on obtient une figure un peu particulière quand vous regardez. Ces deux vecteurs, ils définissent 4 points, A, B, C et D. Mais ces 4 points, ils vont former une figure particulière. Quelle va être cette figure? Ça se voit bien si... Non? Ça se voit pas? Ouais, exactement, oui. Oui, tu as raison Arthur, le point initial n'est pas le même, mais du point de vue mathématique, les vecteurs sont égaux, c'est le même vecteur. Pourquoi? Parce que du point de vue mathématique, deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. C'est-à-dire que le point d'application, le point de début, on appelle ça l'origine du vecteur, ok, c'est pas le même, mais pourtant, c'est quand même le même vecteur. Alors c'est là où il y a des petites différences avec la physique, où on parle du point d'application souvent, à une force, et donc pour que les forces soient égales, il faut aussi avoir le même point d'application. Mais c'est pas le cas du point de vue mathématique avec les vecteurs. Un vecteur n'indique pas une position, autrement dit, même si l'origine n'est pas la même, si c'est la même direction, le même sens, la même norme, les deux vecteurs sont égaux. Et donc si on relie, alors qu'est-ce qu'on obtient? Qu'est-ce qu'on obtient comme figure quand on relie A, B, D et C? Obligatoirement. Exactement. Et ça, c'est une petite propriété de seconde qui dit que dès qu'on a deux vecteurs qui sont égaux, ça définit un parallélogramme. Alors le parallélogramme, c'est AB, D, C, qui est un parallélogramme. Donc là, vous notez ABDC est un parallélogramme. Ça veut dire que la notion de vecteur, c'est complètement lié à la notion de parallélogramme. La notion de vecteurs égaux est complètement liée géométriquement avec des parallélogrammes. Voilà, si et seulement si ABCD est un parallélogramme. Et le si et seulement si veut dire qu'on peut le lire dans les deux sens. Ça veut dire, si j'ai des vecteurs égaux, alors j'aurai un parallélogramme obligatoirement comme figure, et inversement, quand vous avez un parallélogramme, vous allez pouvoir avoir des vecteurs qui vont être égaux. Donc ça permet c'est un lien qui permet de passer de figures géométriques, comme le parallélogramme, à la notion de vecteurs égaux. Bon, on en reparlera un peu plus tard si on voit des exemples, des petites démonstrations à faire. Deuxième remarque importante, quand on a deux vecteurs égaux, ici, en fait, c'est un peu faux de parler de deux vecteurs égaux. Parce que, en fait, ces vecteurs, c'est pas que si les vecteurs sont égaux, c'est que c'est le même vecteur. Ça définit le même vecteur. Qu'on parle du vecteur AB ou qu'on parle du vecteur CD, en vrai, ça définit un seul vecteur qui est un espèce de triplet qui donne une direction, un sens et une norme. Et c'est pour ça que, finalement, ces deux vecteurs AB et CD, on dit que ce sont des représentants du même vecteur, qu'on peut appeler U par exemple, et vous voyez qu'on peut aussi écrire U ici. Parce qu'un vecteur, il peut être à différents endroits du plan, on peut le représenter, c'est pour ça qu'on appelle ça des représentants, à différents endroits. Et je peux encore faire d'autres représentants, par exemple ici, là, voilà, je vais ici refaire un autre vecteur U. Enfin, je vais ici refaire un autre représentant du vecteur U. D'accord? Donc, voilà, terme de vocabulaire. Dis-moi. T'as un vecteur EF en plus? C'est moi qui ai pas envoyé le bon document, peut-être? Je sais pas. Les autres aussi, vous avez un vecteur EF qui est tracé en plus? T'as bien imprimé le document que moi j'ai envoyé, Gabriel? Bon, j'en sais rien. T'es sur la bonne page?
Peu importe. On continue. Je sais pas, je sais pas. Donc on continue. Alors, je vous ai donc là, ok, ça c'est les premières notions de base sur les vecteurs. Rappelez-vous que les vecteurs, évidemment, en physique, ça va nous servir à représenter des forces, mais ça peut aussi représenter des mouvements. Hein. N'oubliez pas que les vecteurs, au départ, on les a définis comme étant des objets qui permettaient de représenter des translations, donc des mouvements rectilignes. Et donc voilà. Mais vous savez aussi qu'on va s'en servir pour représenter des vitesses. Donc on parlera du vecteur vitesse. Bref, les vecteurs, c'est un des outils fondamentaux pour la physique, la mécanique, les études de mouvement en particulier. Alors, ensuite, n'oubliez pas, je vous ai dit que les vecteurs avaient deux aspects. L'aspect géométrique, hein, ça parle de translation, de mouvement, il y a des longueurs, des directions, etc. Mais il y a aussi un aspect algébrique, c'est-à-dire calculatoire. En fait, les vecteurs, on a défini en seconde des opérations sur les vecteurs, entre les vecteurs. En particulier, on a défini deux opérations, l'addition de deux vecteurs et la multiplication d'un vecteur par un nombre réel. Donc on va revoir ces opérations-là, qui sont nos opérations un peu de base de seconde. Et nous, en fait, vous vous rappelez que le titre du chapitre, c'est produit scalaire. Pourquoi ? Parce qu'on va définir une nouvelle opération en fait sur les vecteurs, qu'on appellera un produit scalaire. Donc, petit b, addition de vecteurs. Alors on vous dit, la somme de deux vecteurs u et v est le vecteur de la translation obtenue en enchaînant la translation de vecteur u et la translation de vecteur v. Et donc c'est comme ça en seconde qu'on a défini ce que c'était que u plus v, un nouveau vecteur. On a dit ce vecteur-là, enfin ce résultat de cette addition de ces deux vecteurs u et v, c'est un vecteur. Et il se construit comme étant le vecteur d'une translation qui correspondrait à avoir fait deux translations successives. Vous avez vu, le mot qui est important, c'est le mot on a enchaîné deux translations. Alors, reprenons. Ce vecteur u là, il définit un mouvement, une translation. Ça veut dire, en gros, je me décale de là à là comme ceci. D'accord ? Donc, je peux faire subir au point A cette translation de vecteur u. Alors, comme j'ai un quadrillage, c'est facile. Il suffit de regarder le décalage horizontal. Donc, je me décale de 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite et 1 vers le haut. Donc, je fais pareil à partir de A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers la droite et 1 vers le haut. D'accord ? J'arrive ici. Ça, c'est un nouveau point qui serait un point A', qui serait l'image de A par la translation de vecteur U. Mais au lieu de... maintenant, je peux enchaîner avec une autre translation, la translation de vecteur V. Alors regardez, le vecteur V, c'est je me décale de 2 vers la droite et 2 vers le bas. Donc là, je peux aussi décaler, partir de A' et décaler de 2 vers la droite et 2 vers le bas. Et j'arrive ici à cette position. Ça, je pourrais l'appeler, par exemple, A seconde. Et donc, j'ai fait deux translations successives. J'ai fait une translation de vecteur U. Alors, voilà, ici, on voit le vecteur U qui est là. Et une translation du vecteur V. Ben, quand on fait deux translations successives, en fait, on pourrait se dire, finalement, ben, c'est un peu comme si j'avais fait qu'une seule translation, qui serait la translation qui part de A et qui arrive en A seconde. C'est-à-dire cette translation-là. D'accord ? Ce mouvement-là. Au lieu de faire un décalage selon le vecteur U puis selon le vecteur V, on aurait pu aller tout droit et aller de A jusqu'à A seconde. Et ben, cette translation, ce mouvement-là, évidemment, c'est défini par un vecteur, qui est le vecteur rouge que je vous ai tracé. Ben, ce vecteur rouge, c'est lui que l'on appelle le vecteur U plus V. Et donc voilà comment on définit géométriquement l'addition de deux vecteurs. Ok ? Vas-y. Alors, ici, alors, exactement. Alors là, j'ai pas mis les bonnes lettres. Alors, on va recommencer. T'as raison, il faut que je remette les bonnes lettres. Hop, par rapport même ce qu'il y a à la suite de la propriété. Donc, ici, ben, si on dit si A peut être transformé au B, B est transformé en C, et donc ce vecteur-là, c'est le vecteur U plus V, d'accord, que
qui correspond finalement au vecteur AB, puisque le vecteur U c'est le vecteur AB, plus le vecteur BC. Et ça, c'est le vecteur somme des deux vecteurs. Mais tu as tout à fait raison que ce vecteur d'origine A et d'extrémité C, c'est aussi le vecteur AC. Et cette dernière égalité, elle est extrêmement importante, elle porte même un nom important. Est-ce que vous vous en rappelez? Le fait que AB plus BC, c'est égal au vecteur AC, ça s'appelle la relation, non, relation de Schall. La relation de Schall, c'est cette égalité-là. Le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC, qui est lié donc à l'addition de la somme de deux vecteurs. Je fais une petite, je vais faire une petite aparté là. Hop, j'ouvre une nouvelle page. Et je remettrai la page après. Donc, je reprends. Quand j'ai deux vecteurs, ok, je prends deux vecteurs ici là, un vecteur U, un vecteur V. Je peux, si on me demande de construire U plus V, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me débrouille pour pouvoir enchaîner les deux vecteurs. Donc, évidemment, je peux partir d'un point ici, et puis décaler mon vecteur. Alors, regardez, moi, je peux même le décaler vraiment, c'est-à-dire le décaler ici. Je décale mon vecteur U. Voilà, on va essayer de le décaler comme ça. Je décale mon vecteur U pour qu'il parte de mon origine. Je décale mon vecteur V pour que son origine coïncide avec l'extrémité de V. Donc là, hop, voilà, on va essayer de... Voilà. On va dire que c'est à peu près ça. Et une fois que j'ai fait ça, le vecteur U plus V, c'est facile à construire, c'est lui. C'est le vecteur finalement du raccourci. C'est-à-dire, en gros, on va en ligne droite, et ça, c'est comme ça qu'on construit le vecteur U plus V. Bon, donc vous avez vu qu'au départ, mes vecteurs n'étaient pas... ils n'étaient pas... comment dire, l'un à la suite de l'autre. Il a fallu les déplacer pour pouvoir construire le vecteur U plus V. Alors vous, en pratique, vous ne pouvez pas les déplacer. Mais, pourquoi? Parce que U il est comme ça, V il est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? En fait, on se débrouille pour en déplacer, pour les déplacer soit tous les deux, pour qu'ils soient... Mais on les déplace pas vraiment. Qu'est-ce qu'on fait? On construit un autre représentant du vecteur U, on construit un autre représentant du vecteur V, pour qu'ils soient mis bout à bout. Et en vrai, vous n'avez pas toujours besoin de déplacer les deux vecteurs. Souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va déplacer qu'un seul vecteur. Par exemple, le vecteur U ici, je vais le déplacer, voilà, pour que par exemple, son extrémité coïncide avec l'origine du vecteur V. Et après, vous pouvez construire donc le vecteur U plus V comme ceci. Ok, bon, tout ça, on a fait ça en secondes. Mais pour reprendre un petit peu ce que Gabriel a dit, finalement, quand on revient au point de géométrie, quand j'ai un point A, un point B, un point C, quand j'ai des points, ça définit des vecteurs. Par exemple, le vecteur AB, ça c'est mon vecteur AB. Mon vecteur BC, il part de B, il arrive à C. Ok, donc là, j'ai mon vecteur AB qui est là. Mon vecteur BC qui est ici. D'après ce qu'on a vu juste avant, on sait que ce vecteur, tiens, je vais le mettre d'une autre couleur, ce vecteur vert là que je trace, on sait que ce vecteur, c'est le vecteur AB plus BC. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, puisque ce vecteur, il a pour origine A, il a pour extrémité C, c'est aussi le vecteur AC. Et donc, on obtient cette égalité AB plus BC est égal à AC, qui est quasiment l'égalité la plus importante de tout le chapitre des vecteurs de seconde. Cette égalité, c'est elle qu'on appelle la relation de Schall. Et ce qui est très important, c'est que cette égalité, elle est vraie pour tout. Elle est vraie pour tout point A, B et C.
quels que soient les points qu'on choisisse, cette égalité est toujours vraie. Et donc, puisqu'elle est vraie pour n'importe quel point, on va pouvoir s'en servir de cette égalité même sans figure. Par exemple, si à un moment donné, vous aviez le vecteur RT plus le vecteur TJ, sans même avoir de figure, d'après la relation de Schall, vous pouvez me dire à quoi est égale cette somme de deux vecteurs. Alors dites-moi. Évidemment, vecteur RJ, exactement. C'est-à-dire que là, quand on observe cette égalité, cette relation de Schall, vous vous rappelez, ici on a bien ici le point B qui coïncide, qui est l'extrémité du vecteur AB qui coïncide avec l'origine du vecteur BC. Et donc, en fait, vous voyez que dans cette égalité, c'est comme s'il disparaissait. Et donc, ça permet de faire une réduction. Quand on passe de là à là, on dit qu'on a réduit. Donc, c'est une réduction de la somme. Ça veut dire qu'une somme de deux vecteurs, dans certains cas, va pouvoir se réduire en appliquant la relation de Schall, de la gauche vers la droite. Mais comme toute égalité, ça se lie aussi de la droite vers la gauche. Ah, donc de la droite vers la gauche, c'est-à-dire quand j'ai un vecteur RJ, j'ai le droit d'écrire que c'est le vecteur RT plus le vecteur TJ. Mais, en fait, vous pouvez faire intervenir n'importe quel point. RJ, vous pouvez dire que c'est le vecteur RS plus le vecteur SJ, à condition que vous mettiez ici le même point. La relation de Schall, elle s'utilise dans les deux sens. Donc de la gauche vers la droite, ici, ça permet de faire une réduction. Et de la droite vers la gauche, comme je viens de l'utiliser ici, en fait, on appelle ça une décomposition. On a décomposé le vecteur RJ pour faire apparaître ici le point T, mais on aurait pu ici faire apparaître le point S, et en gros, on peut faire apparaître n'importe quelle somme. Donc, il faut bien comprendre que puisque on va faire des opérations avec les vecteurs, on va devoir avoir on va avoir petit à petit des expressions avec des vecteurs, des opérations, des sommes, des produits, etc. Et donc, il va falloir faire des transformations d'écriture. Et donc, vous avez déjà appris à faire avec les nombres, des développements, des factorisations, des choses comme ça. Et ben, on va apprendre à faire la même chose avec les vecteurs. Mais pour ça, il faut qu'on ait quelques techniques, quelques règles. Et la relation de Schall est un outil très très important. D'accord ? Donc, ça, c'est des choses qu'on a surtout travaillé l'année dernière, mais on va en avoir un peu besoin cette année à certains moments. Donc soit pour réduire, soit pour décomposer. Ok ? Bon, on en dira plus quand on en aura besoin, on en reparlera un petit peu. Donc je reviens sur la partie cours. Donc ici, le vecteur U plus V, donc pour compléter, le vecteur U plus V, donc je refais, hein, je l'ai écrit à droite, mais je l'aurais écrit ici, c'est le vecteur AB plus le vecteur BC, et c'est donc le vecteur AC. D'accord ? Bon. Ok, donc maintenant on sait additionner deux vecteurs, au moins du point de vue géométrique. Et du point de vue calculatoire, dans le cas où on a une relation de Schall, c'est-à-dire dans le cas où il y a un point en commun. Mais oui, pour reprendre, hein, vous ne pouvez pas appliquer la relation de Schall n'importe quand. Par exemple, si je vous avais dit AC plus AD, ça, vous ne pouvez strictement rien faire pour l'instant. Vous avez vu que le point qui est ici, l'extrémité du vecteur AC, ne coïncide pas avec l'origine du vecteur AD, donc la relation de Schall ne permet pas de réduire cette somme de deux vecteurs. Ok ? On continue. Alors, comme à chaque fois qu'en maths on définit une opération, même si pour l'instant vous n'avez pas vraiment l'habitude parce que vous débutez un tout petit peu les mathématiques, clairement les opérations que vous avez apprises, vous, quand vous étiez jeune, vous avez appris des propriétés, mais sans vraiment vous poser les questions de ces propriétés-là. Mais en vrai, on peut définir plein d'opérations en maths. Et à chaque fois qu'on définit une opération, on doit regarder qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette opération, quelles sont ses propriétés. Et donc, voilà 4 propriétés importantes de l'addition vectorielle. Donc on parle d'addition vectorielle, l'addition de vecteurs. Donc, première propriété, on se donne 3 vecteurs U, V, W, et regardez la première propriété, on vous dit que l'addition de vecteurs est commutative. Qu'est-ce que ça veut dire commutative ? Pas d'idée ? Quand est-ce qu'une opération est commutative ? Une opération est commutative lorsque l'on peut commuter les termes. Et commuter les termes,
ça veut dire... Ah, j'attendais que Gabriel nous dise, mais c'est pour nous dire, je sais pas. Commuter les termes, ça veut dire, en fait, ça veut dire changer leur place, les inverser, changer leur place dans l'addition. Et donc, c'est ça, commuter, ça veut dire, voilà, ça veut dire qu'on peut changer la place. Autrement dit, le vecteur u plus v, il est égal au vecteur v plus u. On peut commuter les termes dans une addition. Ça veut dire que ça doit donner le même vecteur. Ça veut dire que je fasse la translation de vecteur u, puis la translation de vecteur v, ou que je fasse la translation de vecteur v, puis la translation de vecteur u, ça doit nous donner le même mouvement, en tout cas le même résultat, on doit arriver au même endroit. Alors vérifions que ça marche. Regardez là, je me donne deux vecteurs, donc vecteur u, vecteur v, comme ça. Ok. On va d'abord tracer u plus v, et ensuite on tracera v plus u. Normalement, les deux vecteurs doivent être égaux. Alors, je vais partir d'ici, de ce point-là, et je vais donc tracer mon vecteur u plus v. Donc d'abord, je fais mon vecteur u, donc je fais un représentant qui part de ce point, puis un représentant du vecteur v, à peu près, hein, là je le fais, grossièrement, et ça me donne le vecteur u plus v, qui va donc être ce vecteur. Voilà mon vecteur u plus v. Donc, puisque là vous avez u, là on a v, voilà le vecteur u plus v. Ok. Maintenant je vais construire le vecteur v plus u. Donc je vais partir de ce point. Donc je retrace cette fois d'abord le vecteur v, puisque je veux faire v plus u, je fais la translation de vecteur v. Je vais changer ma couleur. Donc translation de vecteur v, ben, ça veut dire que c'est à peu près ça. Translation de vecteur u, donc à partir de là, je retrace à peu près mon vecteur u, hein, c'est un peu approximatif, mais c'est à peu près ça. Et donc la translation de vecteur u plus v, v plus u, pardon, et ben c'est ce mouvement-là. Et voilà mon vecteur v plus u. Vous voyez que là j'ai fait la translation de vecteur v, puis la translation de vecteur u, et regardez, on obtient la translation de vecteur v plus u. Donc voilà mon vecteur v plus u. Et quand vous observez vos deux vecteurs rouges, ben, ils ont bien l'air d'être parallèles, donc d'avoir la même direction. Ils ont bien l'air d'avoir le même sens, et d'avoir à peu près la même norme. D'accord? Et donc c'est pour ça que la première propriété de l'addition vectorielle, c'est que l'addition vectorielle est commutative. On peut inverser l'ordre. Comme l'addition des nombres. Ça tombe bien, parce que ces deux opérations portent le même nom. Alors il faut savoir que c'est pas pour rien si on l'a appelée l'addition. C'est justement parce qu'elle a des propriétés comme l'addition des nombres. Si elle avait des propriétés complètement différentes, ça n'aurait pas vraiment de sens de l'appeler addition. C'est justement parce qu'elle a des propriétés similaires à l'addition des nombres. Bien, ensuite, on a donc une autre propriété qui s'appelle l'associativité. Alors l'associativité, qu'est-ce que ça veut dire associatif pour une opération? Ben, ça veut dire que, en gros, ici, quand j'ai une somme de 3 vecteurs, l'ordre dans lequel je vais faire mes opérations n'importe pas. Autrement dit, qu'on commence par la somme u plus v, puis après d'additionner w, ou que je commence par additionner v et w en premier, et ensuite j'additionnerai u, ça ne change pas le résultat. Donc c'est ça être associatif. On peut, en gros, ça veut dire, dans une somme de 3 vecteurs, ou de plusieurs vecteurs, on peut d'abord faire en priorité la première somme, ou la dernière somme, etc. Voilà ce que ça veut dire. Ok? Et lorsque c'est associatif, j'ai pas laissé la place, mais on peut écrire u plus v plus w. Autrement dit, les priorités opératoires n'importe peu, puisqu'on peut le faire dans l'ordre que l'on veut. Mais c'est exactement la même chose que l'addition des nombres classiques, vous avez l'habitude. Hein, 3 plus 4 plus 5, vous pouvez faire 3 plus 4 ou faire 4 plus 5. Donc c'est justement parce que les propriétés encore sont similaires que ça a du sens d'appeler ça une addition pour cette opération entre les vecteurs. Ok. Troisième propriété, je te laisse écrire Arthur, mais je commence la propriété, je répondrai à ta question. L'addition de vecteurs possède un élément neutre. Un élément neutre,
et qu'on appelle le vecteur nul et qui se note un 0 avec une flèche au-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un élément neutre? Un élément neutre dans une opération comme ça, c'est un élément qui ne va pas influer sur le résultat. Autrement dit, quand vous faites le vecteur u plus ce fameux vecteur qu'on appelle le vecteur nul, qu'est-ce que ça va donner à votre avis? Exactement, c'est ça un élément neutre. Vous voyez que finalement, il a pas pesé sur l'opération, il n'a pas changé le vecteur u. De rajouter un vecteur nul, ça ne change rien. C'est ça être un élément neutre. Et donc, on a un élément neutre, pour l'addition des nombres, vous le connaissez, l'élément neutre. Pour l'addition des nombres, c'est 0. 4 plus 0, ça fait bien 0. Ça fait bien 4, pardon. Mais quel est l'élément neutre pour la multiplication des nombres? Quel est l'élément neutre de la multiplication des nombres? Oui, très bien, c'est 1. Exactement, c'est 1. C'est-à-dire, vous voyez bien que c'est l'élément qui ne modifie pas le nombre par lequel il est multiplié. Donc c'est lui un élément neutre. Il faut savoir que quand on parle d'opération, c'est pas pour rien si on parle d'opération, comme un chirurgien qui opère sur quelque chose. Opérer sur quelque chose, ou opérer quelqu'un, c'est faire une transformation de cette chose, ou de cette personne, c'est le soigner en particulier. Une opération, là, c'est multiplier un nombre par 1, c'est qu'on lui fait une opération à ce nombre. Il a subi une opération, ce nombre 3. S'il a subi une opération qui est neutre, c'est bien une opération qui ne l'a pas changé. Vous comprenez que tout ce vocabulaire-là, il n'est pas pour rien, il a du sens. D'accord? Et donc, des opérations, souvent, quand on a une opération, on recherche quels sont ces éléments neutres. Est-ce qu'il a des éléments neutres? Voilà. Bien. Donc, j'efface ça parce que c'est pas la peine que ça apparaisse dans votre cours. Donc, voilà la troisième opération. On a bien un élément neutre pour l'addition vectorielle. Et la dernière propriété importante pour l'addition vectorielle, c'est que tout vecteur possède un opposé. Alors, un opposé, et cet opposé, on le note -u. C'est l'opposé du vecteur u. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un opposé? Un opposé, pour un nombre, pour un vecteur, quand j'ai un vecteur u, par exemple ici, là, si je trace mon vecteur, oups, c'était pas le bon, si je trace mon vecteur u ici, à votre avis, quel est -u? Quel est le vecteur -u? À quoi ressemble le vecteur -u? N'oubliez pas qu'un vecteur définit une direction, un sens et une norme. Oui? Oui, exactement, c'est un vecteur qui a... C'est ça, il va avoir exactement la même direction, donc en gros porté par des droites parallèles. Il va exactement avoir la même norme, mais par contre, il aura un sens contraire. C'est lui le vecteur -u. C'est comme ça qu'on définit le vecteur -u. Ok. Et donc... tiens, ce qui serait intéressant, c'est si je devais les additionner, u plus -u. Regardons ce qui se passe. U plus -u, donc je pars de u, donc je pars ici, je fais mon vecteur u, j'ai pas trop de place là, je vais le faire ailleurs, je vais partir de u ici, d'un point ici, par exemple un point A. Donc je fais la translation de vecteur u, très bien, j'arrive ici. Puis je fais la translation de vecteur -u. Vecteur -u, qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Oups. Vecteur -u, je fais ça. Qu'est-ce qui se passe? Je suis revenu à mon point de départ. Autrement dit, le vecteur somme des deux, c'est le vecteur qui est défini par le point de départ et le point d'arrivée. Le problème, c'est que c'est le même point. Et donc, ce vecteur-là, où l'origine et l'extrémité sont confondues, c'est lui qu'on appelle le vecteur nul. Le fameux élément neutre de l'addition, ce vecteur nul. Et c'est tout à fait logique que u plus -u, ça vaut le vecteur nul. Mais c'est ça, avoir un opposé. Ça veut dire que chaque vecteur, on pourra toujours lui trouver un vecteur avec lequel on additionne et que ça donne le vecteur nul. Donc, j'en dis pas plus, mais ici, vous pouvez marquer vecteur nul. U plus -u égale vecteur nul. Ces propriétés-là, tout ça, évidemment, ça ne doit pas vous poser problème, parce que c'est les mêmes propriétés que l'addition des nombres. 4 plus moins 4, je vous rappelle que ça ne vous a pas posé problème de dire que ça fait bien 0. Quand j'additionne un nombre avec son opposé,
je tombe sur l'élément neutre de l'addition, qui vaut ici 0. Bien. Bon, on n'oublie pas que l'objectif, c'est de définir des opérations sur ces nouveaux objets qui sont les vecteurs, qui sont à la base des objets géométriques, mais puisqu'on va définir des opérations, ça va devenir des objets numériques. Puisque qu'est-ce que c'est qu'un objet numérique? C'est justement des choses où on peut faire des opérations entre les objets. C'est ça qui est pour nous un objet numérique. Donc, non. Oui, merci. C'est pas pardon. Pas encore. Désolé. Alors, donc, on reprend. Alors, on en était là, et donc, oui, je disais donc que maintenant, on va définir des opérations. Donc, l'addition, ça y est, elle est définie. Mais, on a l'addition, mais c'est pas suffisant. Donc, on aimerait bien avoir d'autres opérations. Qu'est-ce qu'on a défini aussi comme opération? On a défini la soustraction, mais en fait, la soustraction, c'est très facile de définir la soustraction. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que la soustraction, elle est définie par rapport à l'addition. Donc très rapidement, là, je vais faire ici. Donc, je vous rappelle que lorsque j'ai un vecteur U, quand je veux définir ce que c'est que U moins V, ben c'est extrêmement simple, on l'a défini dernière, parce que c'est très simple de définir 4 moins 7. Ben 4 moins 7, c'est la même chose que 4 plus l'opposé de 7. Et donc, vous voyez bien que pour définir une soustraction, on a juste besoin de connaître l'addition et de connaître la notion d'opposé. Or, exactement sur les vecteurs, on connaît les deux. On a défini ce que c'était que l'addition, et on a défini ce que c'était que l'opposé. Et donc, soustraire le vecteur V, c'est la même chose que d'additionner le vecteur moins V. Et ça y est, une nouvelle opération est créée, c'est la soustraction de vecteurs. Puisque finalement, une soustraction, ce n'est que ajouter l'opposé de deux vecteurs. Et donc, si vous avez deux vecteurs, un vecteur U, un vecteur V comme ça, et qu'on vous demande de tracer le vecteur U moins V, ben c'est pas dur. On va construire le vecteur U plus moins V. Donc, mon vecteur U, je l'ai, j'ai ma translation de vecteur U. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois les mettre bout à bout, mais je dois d'abord avoir le vecteur moins V. Mais le vecteur moins V, ben c'est facile, c'est lui. C'est le vecteur qui a la même direction que V, mais qui a la même norme que V, mais qui a le sens contraire. Voilà mon vecteur moins V. Et donc, pour avoir le vecteur somme des deux, ben le vecteur somme, c'est lui. Donc ça, c'est U moins V. C'est U plus moins V, et donc c'est U moins V. Donc, voyez bien que à partir de l'opération addition et à partir de la notion d'opposé, on peut définir la soustraction. Donc ça y est, maintenant, on sait soustraire des vecteurs. Si je prends maintenant avec, par exemple, ça, si je vous avais demandé de soustraire hop, cette fois, j'ai pas de figure. Alors, c'est un B qui est raté. Si on me demandait de faire la soustraction AB moins CB, AB moins CB, c'est pas dur de faire la soustraction. Pourquoi? Parce que je vais appliquer cette propriété-là. C'est AB plus l'opposé de CB. Ah oui, mais l'opposé de CB. Alors regardez, quand vous avez un vecteur CB là, ça c'est le vecteur CB. Donc le vecteur, l'opposé de CB, ben, c'est lui. Ah ben ce vecteur-là, c'est le vecteur, en fait, c'est le vecteur moins CB, mais c'est aussi le vecteur de B vers C, donc c'est le vecteur BC. Et vous voyez que ce vecteur moins CB, il est égal au vecteur BC, donc je peux écrire égal le vecteur BC. Et qu'est-ce que j'obtiens? AB plus BC, ah, je reconnais que je peux appliquer la relation de Chasles, parce que j'ai une addition avec l'origine du deuxième vecteur qui coïncide avec l'extrémité du premier vecteur, et donc ça, c'est égal au vecteur AC.
Donc vous voyez que on va pouvoir aussi faire des calculs avec des soustractions et faire des réductions quand on aura des soustractions, mais dans certains cas. C'est parce qu'on a pu appliquer la relation de Chasles à la toute fin qu'on a pu en fait réduire véritablement. Qu'est-ce qu'on a fait? On a transformé la soustraction en addition, on a transformé un peu l'opposé, on l'a écrit autrement, et là on a pu appliquer la relation de Chasles. D'accord? Bien, on est toujours en seconde, hein. Rien du programme pour l'instant de cette année, donc j'espère que ça vous rappelle quand même quelques petites choses, même si je me doute que vous avez oublié beaucoup de choses. Donc, nouvelle petit c. Léo, on t'écoute. Alors, petit c, on va donc parler de la décomposition d'un vecteur selon deux axes orthogonaux. Ça va être une notion aussi qui est assez importante. Et pour le coup, là, on bascule un petit peu dans le programme de première. On va dire que c'est des choses qu'on travaille moins en seconde, donc peut-être que vous ne l'avez pas fait en seconde, c'est pas très grave, mais ça va énormément vous servir, en particulier en physique, mécanique, etc. Donc, on se place maintenant, là on est dans un repère, donc on a un repère d'origine A, dont les vecteurs unitaires c'est I et J, donc ça c'est I, c'est le petit vecteur qui définit l'axe d'abscisse, J c'est le vecteur qui définit l'axe des ordonnées, hein, donc il faut, j'espère que vous voyez bien que votre repère il est comme ça, hein. Donc là, voilà, d'accord, il est là votre repère complet, hein. Voilà. Donc on est dans ce repère-là. Et donc, on imagine qu'on a un vecteur comme ça, d'origine A. D'accord. Bon, ça m'étonne pas que vous l'ayez déjà utilisé, c'est normal, ça sert beaucoup en statique en particulier, quand vous allez faire aussi les bilans des forces et les résistances, etc. Bon bref, ça, moi je vois, moi qui ai les BTS CPRP, évidemment ils travaillent énormément avec les vecteurs. Donc, on a souvent besoin de décomposer un vecteur selon les axes. On appelle d'ailleurs, on dit décomposer parce que on appelle ça les composantes, la composante selon l'axe des abscisses et la composante selon l'axe des ordonnées. Je vais enlever ça pour garder les couleurs. Donc, votre vecteur AB, grâce à l'addition de vecteurs, vous savez qu'on peut le décomposer grâce à la relation de Chasles. Or, le vecteur AB, c'est égal au vecteur AH, vous voyez, je peux faire apparaître le point H, plus le vecteur HB. Ça, c'est la relation de Chasles qui me permet de le faire. Oui, mais le vecteur HB, regardez, il est égal au vecteur AK. Ben oui, parce que là, on est dans un repère orthogonal, donc on a en fait ici un rectangle, et donc ici, ben, on a bien un parallélogramme, donc on a bien ici des vecteurs opposés qui sont égaux, et donc on peut écrire que c'est égal à AH plus AK. Donc le vecteur AH, c'est un peu sa composante horizontale, si vous voulez. Ce qu'on appellerait sa composante horizontale. Et le vecteur AK, c'est sa composante verticale. En termes de vecteurs, on l'a décomposé avec un vecteur selon l'horizontale et un vecteur selon la verticale. En gros, parallèlement à chacun des axes. Ok, donc vous voyez bien qu'on avait besoin d'avoir la somme de vecteurs pour être capable de faire ça. Et donc, rajoutons une information. Imaginons qu'on connaisse l'angle que fait le vecteur AB avec l'horizontale, c'est-à-dire l'angle θ, qui est l'angle orienté entre le vecteur AH et le vecteur AB. Vous voyez, θ égale AHAB. On a déjà travaillé avec ces angles orientés de vecteurs. Et bien, quand on a un truc comme ça, on va pouvoir donner la valeur de AH. La valeur de AH, de cette fameuse longueur-là, AH, alors ça vaut combien? On peut l'exprimer en fonction de θ et en fonction de la longueur AB. Imaginez que vous connaissiez la longueur AB et que vous connaissiez l'angle de θ.
et ben on va pouvoir trouver la composante horizontale, cette fameuse longueur ici qu'on a. Comment? En utilisant la trigonométrie de collège. Pourquoi? Parce que là, quand vous avez un repère orthogonal, vous avez des triangles rectangles. Et vous savez que dans les triangles rectangles, on peut faire de la trigonométrie de troisième, là, côté opposé sur hypoténuse, côté adjacent sur hypoténuse, etc., etc. Donc, réfléchissons. Imaginons que moi je connaisse θ, je vais me placer dans le triangle. Alors là, j'ai pas laissé beaucoup de place, j'aurais dû le faire, c'est pas grave, mais tant pis, vous l'écrivez pas, hein, de toute façon c'est quand même des petits rappels, mais on va se placer dans le triangle AHB. Je vais faire quelque chose, bougez pas. On va, hop. Ok, on va le refaire ici. Je voudrais vous refaire un petit peu la preuve, l'explication. Donc, ça c'est quelque chose que vous avez très très fréquemment. En fait, il faut imaginer que ce vecteur AB là que vous avez tracé, ce serait peut-être la représentation d'une force. Et imaginez que cette force, vous connaissiez son intensité, ça veut dire que vous connaissez la norme du vecteur AB, et vous connaissez l'angle avec l'horizontale. Mais vous avez besoin de connaître ses composantes horizontales et verticales, c'est-à-dire quelle est sa valeur AH et quelle est sa valeur AK. Donc, dans ce cas-là, on aimerait bien pouvoir exprimer AH en fonction de la norme du vecteur AB et en fonction, donc d'ailleurs j'aurais pu écrire ici sans le vecteur, ah c'était pas le bon, c'est pas grave, et en fonction de l'angle θ. Donc je vais me placer dans le triangle AHB. Donc dans AHB, rectangle en H. Dans ce triangle rectangle, je peux appliquer la trigonométrie de collège. La trigonométrie de collège, les formules de trigonométrie classique me disent que, regardez, cet angle, je connais son hypoténuse dans ce triangle, et pour cet angle-là, je cherche son côté adjacent, parce que AH, c'est le côté adjacent à l'angle θ. Adjacent et qui relie l'hypoténuse et l'angle, c'est le cosinus. Donc je sais que cosinus de θ, c'est le côté adjacent à l'angle, c'est-à-dire c'est la longueur AH, divisé par l'hypoténuse du triangle, c'est-à-dire la longueur AB. Et bien de cette égalité-là, si c'est AH que vous voulez, vous pouvez l'exprimer AH en fonction de θ et de AB. Comment? Ben, ici, il suffit de l'isoler dans cette égalité. Et pour l'isoler, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Il suffit de se débarrasser de ce qui nous gêne. Or, ici, on a une division par AB. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour s'en débarrasser? Ben, on va multiplier par AB de chaque côté. Ça nous donnera donc que AH, c'est égal à AB fois le cosinus de θ. Or, AH, c'est la composante horizontale du vecteur AB. Donc ça, c'est AB fois cos θ. Vous voyez bien que si je connais l'angle et que je connais la longueur AB, je pourrais connaître cette composante horizontale. Et maintenant, si je veux avoir la composante verticale, donc c'est-à-dire AK, ben AK, c'est exactement la même valeur que BH. Hein. Donc voilà. Donc trouver BH ou trouver AK, c'est pareil. Donc on va rester dans le même triangle. Et dans ce triangle ABH, ben cette fois, c'est le côté opposé à θ qui m'intéresse. Donc puisque c'est le côté opposé à θ qui m'intéresse, et que je connais l'hypoténuse du triangle, on imagine, c'est évidemment le sinus de θ qui vaut le côté opposé BH divisé par l'hypoténuse AB. Et en isolant BH, vous multipliez par AB de chaque côté, ça nous donne que BH, c'est AB fois le sinus de θ. Autrement dit, la composante verticale, alors comme c'est BH, hein, c'est aussi AK. Hein. AK, donc c'est AB sinus θ. Donc ici, c'est AB sinus θ. Et donc, finalement, on dit qu'on projette sur les axes. Vous voyez que AH, on dit que AH, c'est le projeté
de AB sur l'axe horizontal, et AK, c'est la projection de AB, on a projeté sur l'axe vertical. Donc les fameuses composantes horizontales et verticales, on dit aussi que ce sont les projetés horizontaux et verticaux, et donc on a, c'est très important de savoir les trouver quand on connaît l'angle et la longueur. Donc ça, c'est un truc à savoir par cœur et à savoir appliquer quand vous êtes en statique, en physique, etc. Au bout d'un moment, on le fait sans réfléchir. On sait qu'à chaque fois qu'on connaît l'angle, on peut projeter facilement. Mais on a besoin quand même de deux informations. On a besoin de l'angle et de la longueur de AB, qui est souvent donnée. Ok? Donc on revient sur notre cours là. Et là, regardez ici. Donc on dit que AH c'est égal à, vous complétez, c'est égal à AB. AB fois cosinus θ. Et AK c'est AH, AB fois sinus θ. Voilà. Bien, donc il y a un petit exemple à traiter d'application complètement directe de ça. Donc ici, regardez, on vous dit, on a un caddie qui est poussé avec une force de 50 newtons, et cette force, elle est représentée par le vecteur AB. Autrement dit, la personne là qui marche, elle crée une force en A, au point d'application A, comme ça, qui est vers la droite et vers le bas. Donc elle, au lieu de pousser droit devant elle, elle est un peu trop grande, donc elle pousse aussi vers le bas. Donc cette force, elle est dirigée un petit peu vers la droite et vers le bas. Cette force fait un angle de 35 degrés avec l'horizontale. Alors évidemment, là, il perd quand même, il y perd pas mal de pas pousser comme ça en ligne droite. Il va perdre une partie de la force qu'il met pour aider à déplacer le caddie. Il vaudrait mieux qu'il pousse seulement horizontalement. Mais c'est comme ça, il est très grand, donc lui, ça le fait pousser vers le bas. Bref, ce qui nous intéresse, c'est de calculer l'intensité de la force qui fait avancer le chariot. Et oui, parce que la partie vers le bas, c'est pas ça qui fait avancer le chariot. Vous voyez bien que c'est bien la composante horizontale, et donc c'est la longueur AH qui nous intéresse. Et donc, vous voyez, c'est pas très compliqué. On voit tout de suite notre repère. On sait que ici, la force fait un petit angle de 35 degrés avec l'horizontale. Et donc, d'après ce qu'on vient de voir, que vaut AH? AH, c'est de l'application directe. Bah oui, exactement. Ça fait 50. Donc j'aurais dû mettre ici θ là. Donc la formule c'est avec AB cos θ. Donc c'est 50 multiplié par le cosinus de 35 degrés. Prenez vos calculatrices et dites-moi ce que ça fait. En vérifiant que votre calculatrice est bien en degrés et pas en radians. Ouais, bon, on est d'accord, ça va être une valeur approchée. La valeur exacte, en fait, c'est 50 fois cosinus 35. On n'a pas d'autre valeur exacte. Par contre, en valeur approchée, on arrondit à 10 moins 2 près. Donc tu m'as dit environ ouais, 96. C'est ça, exactement. Quelle est l'unité? Ben oui, c'est des newtons. Qu'est-ce qu'on cherchait? C'était une intensité de force. En fait, ici, quand vous voyez, quand la personne là, crée une force de 50 newtons pour faire avancer son caddie, en fait, il y a vraiment 40 newtons qui sont utilisés pour faire avancer le caddie. Il y a une perte puisque, bah oui, toute la composante vers le bas, finalement, c'est pas elle qui aide à faire avancer le caddie. Ça va? Bien. Oui, vas-y. Dis-moi. Eh ben non. Non, non, mais c'est en fait,
en fait, c'est pas ça. Ah oui, tu veux dire... alors la question c'est, est-ce que... Regarde, tu es en train de me dire, nous on a calculé cette norme-là. Tu es en train de me dire que cette norme-là, plus cette norme-là, ça va être égal à celle-là. Ben, déjà, calcule-le. Calculez-moi la composante verticale, là. Calculez-moi AK. AK, c'est censé être quoi? Ben, AB fois sinus de θ. Donc ça fait 50 fois sinus de 35 degrés. Eh oui. Alors c'est intéressant comme. Vas-y, combien ça fait? Voilà. D'accord? Alors ça marche pas du tout. Donc il y a plusieurs raisons à ça. Mais la première raison à ça, c'est que tu es bien d'accord que si c'était vrai ce que tu m'as dit, ça voudrait dire que la longueur AH plus la longueur HB, puisque les intensités c'est les longueurs des vecteurs, ce serait égal à la longueur AB. Ça c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que quand tu vas de A vers B, c'est normal que ce soit beaucoup plus court d'aller en ligne droite que de faire un détour par H. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Que la longueur AB ne peut pas être égale à la longueur AH plus HB. Donc, attention, les composantes, là, la somme des composantes ne fait évidemment pas la longueur du vecteur initial. Et donc, pour les forces, c'est pareil. Là, vous avez, en gros, vous avez ces 50 newtons qui sont finalement appliqués au point A, créent une force de 40 newtons horizontale et de 28 newtons verticale. Voilà. Et la somme, elle fait pas 50 newtons. Donc c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Bon. Voilà pour cette partie-là. On n'a pas terminé et c'est à peu près l'heure. Donc on en est au petit D. Ben, on va s'arrêter là. Non, il faut qu'on termine juste une chose. Quoique. Est-ce qu'il nous reste beaucoup? Ouais. Non, on a le temps de toute façon, donc on va prendre le temps, on va s'arrêter là. Vous allez écrire votre travail à faire pour donc ça va être pour on se revoit jeudi à 14h30. Donc jeudi, on sera jeudi, on est le 21, 22, 23. Donc pour jeudi 23, donc vous relisez votre cours évidemment. Vous allez me faire sur la fiche d'activité que je vous ai envoyée, donc exercice. On va faire, là on fera qu'exercice 1 et 2 de la fiche. Voilà, de la fiche. Il nous manque toute la partie coordonnées de vecteurs qu'on va faire, qu'on fera voilà, au prochain cours, c'est pas un problème. Ok, on le corrigera à ce moment-là. Fiche activité. Ok, ça va pour aujourd'hui, pour le remise en route sur les vecteurs? C'est bon pour tout le monde? Dis-moi. Oui, tu fais Shift Setup, Shift menu là. Tu vois, Shift Setup. Et là, tu vas en bas, il y a marqué angle. Et là, tu choisis DEG pour degré. Alors, on recommence. C'est bon? Tu vois, il y a marqué, c'est le, je sais pas, sixième paramètre. Ok, voilà. Bien, parfait. Et ben, on se dit donc à jeudi, si ça va pour tout le monde. Et puis, voilà. Si vous avez des questions, vous me posez tout ça par mail. Allez, au revoir à tous.